Allez, aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps pour comprendre les grandes idées qui ont bâti le monde du travail tel qu'on le connaît. Du management le plus carré à la découverte de l'humain, on va voir ensemble les forces qui se cachent derrière notre quotidien au bureau ou à l'usine. C'est la question que tout le monde se pose un jour ou l'autre, non? Pour trouver la réponse, il faut savoir que nos lieux de travail n'ont pas été organisés par hasard. Pas du tout. Ils sont en fait le résultat de théories et d'expériences qui ont plus d'un siècle. Alors remontons à la source. Tout part de cette image, une idée super puissante, l'organisation vue comme une machine. Chaque pièce, chaque employé a un rôle hyper précis pour que l'ensemble tourne à la perfection avec une productivité maximale. C'est vraiment la pierre angulaire du management traditionnel. Ce modèle, on le reconnaît tout de suite. Et il est encore super présent aujourd'hui. On a quoi? Une hiérarchie bien pyramidale, où les décisions viennent toujours d'en haut. Le travail est découpé, standardisé, et la motivation, elle est surtout financière. Salaire, prime. Et le manager dans tout ça? Son rôle, c'est de contrôler et de s'assurer que les ordres sont bien exécutés. L'initiative personnelle, c'est pas vraiment la priorité. L'exécution parfaite, par contre, oui. Bon, mais d'où vient cette vision des choses? Ça nous ramène au début du XXe siècle, en pleine révolution industrielle. Le défi à l'époque était gigantesque. Comment on met de l'ordre dans le chaos des nouvelles usines et comment on rend le travail efficace? C'est là que l'école classique entre en scène. Et voici les trois cerveaux derrière cette pensée. Frédéric Taylor, Henri Fayol et Max Weber. Attention, faut pas les voir comme des tyrans. C'était des pionniers qui cherchaient, avec les outils de leur temps, à résoudre un énorme problème de productivité et d'organisation. Taylor, lui, il arrive avec une idée qui va absolument tout changer. Pour n'importe quelle tâche, il existe une seule et unique meilleure façon de la faire, le fameux One Best Way. Son approche est scientifique. On analyse chaque mouvement, on chronomètre, on élimine tout ce qui est inutile et on forme les ouvriers à cette méthode parfaite. En gros, les managers pensent, les ouvriers exécutent, chacun à sa place pour une efficacité maximale. Et le résultat est colossal. Regardez ce chiffre. Chez Ford, avant Taylor, il fallait plus de 12 heures pour assembler une voiture. Quelques années plus tard, à peine 1 heure et 20 minutes. La productivité a littéralement explosé et ça a donné un avantage incroyable à l'industrie américaine. Mais ils n'avaient pas tous le même point de vue. Pendant que Taylor est là, avec sa loupe, à examiner chaque geste de l'ouvrier, le Français Henri Fayol, lui, il prend de la hauteur. Il regarde l'entreprise dans son ensemble, comment l'administrer. C'est lui qui a défini les grandes fonctions du management qu'on apprend encore aujourd'hui. Prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Et le troisième architecte, le sociologue Max Weber, c'est lui qui apporte la structure. Son concept de bureaucratie, qui a un peu mauvaise presse de nos jours, c'était un idéal à l'époque. L'idée, c'était de créer un système basé sur la compétence et des règles claires pour tout le monde, pour en finir avec le piston et le favoritisme. C'est un peu le plan de base de nos grandes administrations. Le problème, c'est que cette belle vision mécanique avait une faille immense. Et cette citation le résume parfaitement. On a complètement oublié l'aspect humain. Les employés n'étaient que des pièces. Si une pièce ne fonctionnait pas, hop, on l'a changée. C'est une approche qui a créé énormément de mal-être et qui a vite montré ses limites. Et c'est justement cette faille qui va provoquer un tournant complètement inattendu. Alors que le modèle classique commence à fatiguer, une nouvelle vision va naître, presque par accident, grâce à une expérience qui ne s'est pas du tout déroulée comme prévu. L'effet Hawthorne. Et là, on change complètement de casting. Fini les ingénieurs, place aux psychologues et aux sociologues comme Elton Mayo, Abraham Maslow ou Douglas McGregor. Leur attention ne se porte plus sur la machine, mais sur le système social. Ils vont s'intéresser à ce qui nous motive, à nos besoins, à nos relations. Tout commence dans les années 20, à l'usine Hawthorne. Des chercheurs veulent mesurer l'impact de la lumière sur la productivité. Logique. Ils augmentent la lumière et la productivité augmente. OK. Mais ensuite, ils diminuent la lumière et là, la productivité augmente encore. Ils continuent, ils baissent la lumière jusqu'à un simple clair de lune et la productivité reste au top. C'est un paradoxe total. Les chercheurs sont complètement perdus. Leurs résultats défient toute la logique de l'ingénieur. C'est clair qu'un autre facteur bien plus puissant que la lumière était en train de jouer. Mais lequel? Et là voilà la réponse. Ce n'était pas la lumière, c'était l'attention. Pour la toute première fois, on s'intéressait à ces ouvrières, on leur demandait leur avis, on les écoutait. Elles se sentaient importantes, valorisées. C'est ça l'effet Hawthorne. Et cette découverte a tout changé. La productivité ne dépend pas que des conditions matérielles, elle dépend surtout des facteurs humains et sociaux. Cette découverte ouvre une véritable boîte de Pandore. Si le salaire et les conditions de travail ne suffisent pas, alors qu'est-ce qui nous pousse vraiment à nous investir? C'est la grande question à laquelle les théories de la motivation vont essayer de répondre. Abraham Maslow arrive avec ce modèle ultra célèbre. Il explique que nos motivations fonctionnent par étapes. On doit d'abord satisfaire nos besoins de base, manger, dormir, être en sécurité. Une fois qu'on a un emploi stable et un salaire correct, on cherche autre chose.
le besoin d'appartenir à un groupe, d'être reconnu, et tout en haut, le besoin de s'accomplir, de réaliser son plein potentiel. Frédéric Herzberg, lui, va encore plus loin. Il découvre que la satisfaction et l'insatisfaction, ce n'est pas juste l'inverse l'un de l'autre. Il y a d'un côté les facteurs d'hygiène, un bon salaire, de bonnes conditions. S'ils ne sont pas là, on est mécontent. Mais s'ils sont là, ça ne nous motive pas pour autant. C'est juste normal. La vraie motivation, elle vient d'ailleurs, des facteurs de motivation. Le sentiment d'accomplir quelque chose, la reconnaissance, avoir des responsabilités. Ça montre bien la différence entre ne pas détester son travail et aimer vraiment son travail. Finalement, tout ça nous amène à une question fondamentale, la question centrale en fait. Au fond, comment perçoit-on l'être humain au travail? Et la réponse qu'un manager se donne va définir tout son style de management. McGregor a mis ça en lumière avec deux théories. D'un côté, la théorie X, c'est la vision pessimiste, un peu héritée du passé, qui dit que les gens sont naturellement paresseux, n'aiment pas travailler et doivent être contrôlés. Et de l'autre, la théorie Y, la vision optimiste, qui dit que le travail peut être une source d'épanouissement, et que les gens sont créatifs et responsables si on leur en donne l'occasion. Le danger de la théorie X, c'est que ça crée un cercle vicieux. Un manager qui pense que son équipe est paresseuse va mettre en place des règles, des contrôles, de la surveillance. Face à ça, les employés n'auront aucune autonomie, ils deviendront passifs et n'auront aucune envie de prendre des initiatives. Et à la fin, le manager se dira « j'avais raison, ils sont bien paresseux ». Il crée lui-même la situation qu'il redoute. A l'inverse, la théorie Y, c'est un cercle vertueux. Un manager qui fait confiance à son équipe va lui donner de la liberté, des responsabilités. En retour, les gens se sentiront valorisés, ils prendront des initiatives, ils montreront leur engagement. Et ça renforcera le manager dans sa conviction qu'il a bien fait de leur faire confiance. Alors, pourquoi est-ce que tout ça est si important aujourd'hui? Parce que nos entreprises modernes, c'est un grand mélange de ces deux héritages. D'un côté, on a la pression pour l'efficacité, pour le contrôle, tout droit venu de Théor. Et de l'autre, on a une aspiration de plus en plus forte à l'autonomie, au sens et à la reconnaissance, portée par l'école des relations humaines. La prochaine fois que vous serez au travail, regardez bien autour de vous. Est-ce que votre environnement ressemble plus à une machine bien huilée ou à une communauté vivante? La réponse à cette question, elle définit non seulement votre journée, mais aussi, peut-être, l'avenir du travail lui-même.